Donc bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, merci d'être présent pour ce nouveau webinaire de la chaire Grande Consommation de l'ESSEC. Donc c'est la deuxième année que la chaire vous propose ces webinaires. Pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, au précédent webinaire, nous sommes deux étudiants de la chaire. Donc je laisserai Chloé se présenter plus tard, mais moi c'est Edouard. Donc nous organisons des webinaires très régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec différents intervenants sur le thème de construire ensemble la consommation de demain. Bonjour à tous, donc Chloé, aussi étudiante à l'ESSEC. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Aris Christodoulou, qui est le fondateur de SIGA et qui va justement nous parler de son projet, de pourquoi SIGA, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé. Donc bonjour Aris, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à cet événement. Juste avant de vous laisser la parole, je vais laisser Loïc se présenter et nous parler de la chaire Grande Consommation et du déroulé de ce webinaire. Merci beaucoup Chloé, merci Edouard. Effectivement, moi je suis le responsable pédagogique de la chaire Grande Conso à l'ESSEC. Et en fait, avant de vous expliquer comment ça va se dérouler, je voulais expliquer aussi un peu le ton dans lequel on a imaginé ces webinaires. Vous savez, c'est le slogan de la chaire, c'est construisons ensemble la consommation de demain. Et le terme ici qu'on aime utiliser, c'est le mot ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, on va écouter un témoignage aujourd'hui du fondateur de SIGA et qui va nous expliquer un peu pourquoi et comment il en est arrivé à fonder SIGA et le ton dans lequel on aimerait le faire, c'est quelque chose voilà, pas du tout dans le débat, mais vraiment dans l'écoute et dans le partage d'informations, dans le partage et dans le questionnement. Alors concrètement, Harris va avoir à peu près 25 minutes de présentation et ensuite on vous laissera poser des questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat et Chloé et Edouard vous donneront la parole. En fait, ils vous préviendront avant, ils vous donneront la parole pour que vous puissiez vous présenter et poser votre question directement. Voilà. Harris, je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce jour pour ce témoignage. Donc, je suis le président fondateur de l'entreprise SIGA. SIGA travaille dans l'industrie agroalimentaire. Nous accompagnons cette industrie à améliorer son offre dans sa composition, dans ses assortiments. Vous aurez une meilleure idée de nos travaux au cours de cette présentation. En introduction, en réalité, j'aurais aimé vous proposer vous-même d'introduire ce sujet par la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé pour vous? Donc, vous avez un espace de discussion. Je vous propose peut-être de proposer ici quelques définitions ou qu'est-ce que renvoie pour vous cette notion. Pendant ce temps-là, en 2 minutes, je vais vous faire un court historique de comment j'ai créé SIGA. Donc, j'étais au Brésil en 2016 et j'exprimais de grandes difficultés dans les rayons des supermarchés à acheter certains aliments, notamment dans le rayon des biscuits ou des desserts lactés. J'avais beaucoup de mal à repartir avec quelque chose. Effectivement, dans le rayon des biscuits, j'avais des listes d'ingrédients qui étaient particulièrement longues et dont je ne comprenais pas tous les ingrédients. Même chose dans le rayon des desserts lactés. Donc, je me suis dit que ça devait être une problématique qui était partagée par un certain nombre de consommateurs et donc me suis proposé d'établir un outil qui permettrait facilement dans les rayons de distinguer les aliments de meilleure qualité. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux différents scores alimentaires, méthodologies qui existaient, mais j'avais de grandes difficultés à faire ressortir les aliments que je pensais intuitivement être de meilleure qualité. Donc, dans le rayon des biscuits, mes très chers palais bretons, un peu trop gras, un peu trop sucrés, mais avec du beurre, du sucre et non pas des graisses raffinées, des sucres hydrolysés, des arômes, des extraits, etc. Ou dans le rayon des desserts lactés, mais très chers yaourts à la grecque versus des yaourts très colorés avec des goûts extrêmement puissants et encore une fois une liste d'ingrédients assez longue. Donc, je me suis rapproché de scientifiques. J'ai découvert une nouvelle méthodologie pour évaluer les aliments qu'on est venu développer, compléter avec SIGA pour justement pouvoir concrètement améliorer l'offre de l'industrie et présenter aussi des informations aux consommateurs qui leur permettraient de s'améliorer. Je vois que vous avez bien joué le jeu. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées ici. Donc, pour vous, des aliments ultra transformés, ce seraient des aliments qu'on ne pourrait pas fabriquer nous-mêmes, qui auraient subi plusieurs process de transformation. Donc là, on a une distinction peut-être entre chez soi et un autre lieu de fabrication qui pourrait être l'industrie, par exemple.
plusieurs process de transformation recomposés avec des additifs, conservateurs et autres texturants. Donc, effectivement, conservateurs et texturants sont des additifs identifiés par des bruts plus des adjuvants non naturels. On commence à se rapprocher de plus en plus. Nous reviendrons sur ces différents éléments au cours de la présentation. Ce que vous devez savoir sur les aliments ultra transformés, en tout cas ce que révèle la science aujourd'hui, c'est que ces aliments sont particulièrement délétères pour la santé. On a plus de 80 études épidémiologiques qui ont été menées dans le monde entier sur différentes populations concernant différents organes, différentes maladies, et toutes établissent malheureusement des corrélations entre des effets délétères sur la santé et l'augmentation ou la surconsommation d'aliments ultra transformés. Si je devais citer qu'une étude, je citerais cette étude qui a été menée en Espagne en 2019 et dont les conclusions présentent que, au-delà de 4 portions d'aliments ultra transformés consommés quotidiennement, on s'expose à un risque de mortalité accru de 62%. Dans cette même étude, pour chaque portion supplémentaire, c'est plus 18% de risque de mortalité associé. Des chiffres considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, c'est à peu près un tiers des apports caloriques des Français. Ça monte plus haut sur les populations les plus jeunes, sur les populations les plus défavorisées. Et c'est aujourd'hui à peu près 2 tiers de l'offre de ce qui nous est présenté en grande distribution. Au-delà des effets santé, j'espère que vous avez passé une bonne journée, mais que vous êtes encore en forme parce que j'ai 30 slides comme ça qui suivent. Au-delà des effets santé, on a aussi des effets néfastes sur l'environnement qui sont provoqués par les méthodes de production employées pour produire les ingrédients que l'on va retrouver dans ces aliments ultra transformés et également par les procédés qui sont utilisés pour obtenir ces aliments ou les ingrédients qui composent ces aliments. Au-delà des faits donc, sur la santé humaine que je vous ai présentés, mais aussi sur des aspects sociaux et sur des aspects de tradition, puisqu'effectivement, la surconsommation ou l'augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés nous isole plus, nous invite moins au partage, moins à la cuisine. Comment est-ce qu'on reconnaît les aliments ultra transformés? Donc, vous aviez quelques pistes intéressantes qui m'ont été présentées au début de cette présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments ultra transformés, ça a été conceptualisé avec une classification qui s'appelle la classification NOVA et qui a été faite au Brésil. C'est une classification qui, pour la première fois, ne venait pas évaluer la qualité des aliments en fonction de groupes d'aliments ou en fonction de qualité nutritionnelle, gras, sucre, sel, fibres, mais en fonction des procédés qui sont appliqués aux aliments ou ingrédients qui les composent. Donc, on commence avec les aliments bruts ou peu transformés, viande, poisson, fruits, légumes, œufs, lait, sans aucun process, si ce n'est découpe ou pelage pour le brut. Et pour ce qui va être du peu transformé, c'est des procédés mécaniques thermiques simples. Donc, mise en jus, mise en poudre, cuisson, stérilisation, pasteurisation. Viennent ensuite les ingrédients culinaires, donc gras, sucre, sel, obtenus par ces mêmes procédés thermiques ou mécaniques simples. Lorsqu'on mélange des ingrédients culinaires avec des aliments bruts, donc quelqu'un l'a proposé en réponse, on va basculer dans le groupe des transformés. Ici, les transformés sont donc caractérisés par l'ajout de gras, sucre, sel. Je l'ai fait pour assaisonner ou alors pour produire un nouvel aliment, une tarte, un fromage, etc. Viennent ensuite les aliments du groupe 4, donc les ultra transformés, dans lesquels on va retrouver plus que des ingrédients qui ont été obtenus par des procédés mécaniques ou thermiques simples. On va retrouver des ingrédients qu'on va appeler chez SIGA des marqueurs d'ultra transformation, qui sont des ingrédients qui en fait ont été obtenus par des procédés qui sont assez drastiques et qu'effectivement on n'emploiera pas usuellement dans sa cuisine. Donc, c'est de l'extraction au solvant chimique, de l'hydrolyse, de l'électrophorèse, de la synthèse même, qui conduisent à produire ces marqueurs d'ultra-transformation qui caractérisent les ultra-transformés. Tout ceci a été publié scientifiquement, on l'a fait dans une revue scientifique en 2020. Donc, quelques astuces pour reconnaître les aliments ultra-transformés. 1, ils ont une liste d'ingrédients très longue. 2, ils ont des ingrédients qui sont absents de notre cuisine. Pour ce qui est de la liste d'ingrédients très longue, effectivement, on observe scientifiquement qu'au-delà de 5 ingrédients, on a plus de 90% de chances que l'aliment soit ultra transformé. Donc, ce n'est pas une règle scientifique, mais c'est ce qu'on observe sur le marché. Pour ce qui est des ingrédients absents de notre cuisine, effectivement, en cuisine, on a peu de recours à des additifs qui sont des marqueurs d'ultra-transformation, mais des sirops de glucose, des arômes, des fibres, des protéines isolées. On ne retrouve pas ça usuellement dans ces placards. On va retrouver aussi sur ces aliments des allégations de santé du type
riche en, source de, moins de. En général, et on l'observe, quand on vient jouer précisément sur une donnée nutritionnelle, souvent, c'est qu'on a eu recours à l'ultra-transformation pour optimiser ces variables. Et on va retrouver effectivement de nombreux additifs. Alors aujourd'hui, il faut faire plus attention à cette astuce parce que les marqueurs d'ultra-transformation qui sont des additifs sont moins de 40% des marqueurs. Et on observe que de plus en plus, ces additifs sont retirés des compositions, des recettes et parfois malheureusement même remplacés par d'autres marqueurs qui ne sont pas des additifs, sans doute parce que ces additifs sont plus facilement identifiables, ils sont précédés dans les recettes d'une fonction ou d'un code E. La grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'outil qui a été mis à disposition pour détecter les aliments ultra transformés. Donc, on a notamment un score qui a été retenu par le ministère de la Santé, qui est le Nutri-Score, qui aujourd'hui ne joue que sur la table nutritionnelle, donc gras, sucre, sel, fibres, calories, pour rendre compte de la qualité des aliments. Du coup, comme il ne regarde pas les procédés de transformation, on se retrouve avec plus de la moitié d'aliments qui sont pourtant favorables nutritionnellement d'après leur table nutritionnelle, qui sont en réalité ultra transformés. Et ça, c'est la même chose qu'on va retrouver dans les scores les plus populaires, à l'instar de Yuka, par exemple, où malgré la prise en considération des additifs, comme la pondération n'est pas suffisante dans le score et comme ce n'est pas la majorité des marqueurs, on se retrouve encore une fois avec plus de 50% de ce qui va être présenté vert ou favorable au consommateur qui est ultra transformé. Donc, c'est là qu'intervient SIGA. Nous, ce que l'on souhaite, c'est encourager la réduction de la consommation d'aliments ultra transformés. Et ça vient directement répondre à des objectifs non seulement internationaux, puisque l'OMS, l'ONU ou l'UNICEF appellent à drastiquement diminuer la consommation d'aliments ultra transformés, mais également nationaux, puisque suite aux avis émis par le Haut Conseil de santé publique, on a vu apparaître un objectif transverse au niveau du PNNS, qui est le Plan national nutrition santé, manger 5 fruits et légumes par jour, et qui porte sur le fait de diminuer de 20% la consommation d'aliments ultra transformés pour les Français. Juste avant de revenir sur l'ultra transformation, j'aimerais prendre un peu plus de hauteur. En fait, par-dessous tout, ce qu'on souhaite encourager, et comme d'autres intervenants qui m'ont précédé, c'est l'adoption de régimes alimentaires préventifs pour la santé et durables pour l'environnement. Aujourd'hui, scientifiquement, on est capable de caractériser ces régimes. Ils sont 1, végétal, 2, vrais et 3, variés. Ça a été publié par le docteur Anthony Fardet, avec lequel on collabore depuis 2016 pour développer cet outil SIGA. Donc, végétal, effectivement, il faudrait diminuer à peu près de moitié la consommation de protéines, du moins de calories, issues d'origine animale. C'est 1, meilleur pour la santé, 2, pour l'environnement, et 3, on y voit aussi un bénéfice au portefeuille, puisque passer au flexitarisme, WWF a fait le calcul, ça permet non seulement une économie de 20% d'émissions carbone, mais de 20% sur les budgets. La seconde chose, c'est de consommer des vrais aliments. Effectivement, au regard des effets délétères sur la santé et néfastes sur l'environnement de la surconsommation de ces aliments ultra transformés, il faudrait drastiquement les diminuer. Donc, on parle d'un seuil qui est à peu près à 15% ici, c'est ce qu'on propose en tout cas. Quand on regarde ce que recommande l'État aujourd'hui, 36-20, on arrive à peu près à ce seuil. Ce qu'on lit dans les études scientifiques, c'est qu'il y a même parfois des effets délétères sur la santé sous ce seuil. Il y a notamment une étude qui a été faite dernièrement où entre 5 et 15% d'apport calorique sur les ultra transformés, on augmentait ces risques de maladies cardiovasculaires de 40%. Et la troisième chose, c'est de varier en consommant dans tous les groupes et en essayant de privilégier le bio, local, de saison pour des aspects de durabilité et sans doute sociaux également. SIGA vient travailler sur l'axe du vrai parce que c'est ce qui est le plus compliqué aujourd'hui à détecter dans les rayons. Donc, on a différentes choses qu'on met à disposition du grand public, de l'industrie. Alors, du grand public visible, on a notamment une application dans laquelle vous retrouverez plus de 60 000 aliments qui ont été évalués au regard de ce critère pour aller du plus brut au plus transformé et ainsi peut-être vous permettre de venir substituer des aliments ultra transformés que vous aviez pris l'habitude de consommer par des équivalents qui seraient simplement transformés ou peut-être vous rapprocher davantage de brut pour cuisiner également aussi vous-même.
On va le retrouver du coup, cette information sous forme d'indices. On le retrouve sur des e-commerce comme Franprix, comme Biocop. On va le retrouver aussi dans d'autres applications, Xiga. Et on va aussi le retrouver sur de premiers packaging. Effectivement, il y a des industriels qui sont engagés à faire transparence sur le niveau de transformation de leurs produits directement sur le packaging. Voici ces premiers industriels avec lesquels on s'est engagé, ou du moins qui sont engagés à nos côtés pour valoriser ces vrais aliments en opposition aux ultra transformés. Vous retrouverez leurs produits chez un certain nombre de distributeurs et de plus en plus, nous l'espérons, cette information se diffusera sur les packaging pour davantage sensibiliser nos concitoyens à ces notions et à l'importance effectivement de manger vrai. On travaille également avec des distributeurs, donc nous précédait Thierry de Rhône de Biocop. Biocop, effectivement, communique largement sur les travaux qui ont été menés avec Xiga concernant leur assortiment, donc l'amélioration concrète de la composition de leurs produits. Il y a également des témoignages des professionnels qui expliquent comment est-ce qu'ils ont travaillé avec Xiga sur leur assortiment. Et on va retrouver d'ailleurs, comme je le disais, sur leur site e-commerce, l'indice Xiga pour au mieux aiguiller le consommateur sur cet axe. Donc ici, j'ai préparé quelques aliments en opposant ceux qui seraient dits vrais en opposition aux ultra transformés. Donc sur différentes catégories de produits. Ici, on a les fruits et légumes. Des fruits, des légumineuses et des viandes blanches. Donc sur les fruits, on commence avec du brut ou du peu transformé. J'ai juste fait de la mise en purée, donc je reste dans le vrai, versus des aliments dans lesquels on est venu rajouter des marqueurs d'ultra-transformation avec des extraits, des arômes, des graisses raffinées ou sucre hydrolysé parfois. Ici, on a la catégorie des viandes blanches. Donc, on a du pas peu transformé sans ajout d'ingrédients culinaires. Ici, on va avoir des ajouts d'ingrédients culinaires. Et dans ces rillettes, d'ailleurs, on va sans doute avoir pas mal de sel. Elles seront qualifiées de gourmands par Xiga, mais elles auront tout de même une médaille parce que dans la catégorie des rillettes épatées, on fera guère mieux en termes de composition sur l'axe transformation. Et ça méritait sans doute d'être distingué. Des produits ici à base, encore une fois, de viande blanche, mais dans lesquels on va retrouver des marqueurs d'ultra-transformation. Le dernier exemple que j'ai pris, donc c'est celui des légumineux, je surgèle, je passe en peu transformé, je le mets en bocal avec des ingrédients culinaires, je suis transformé, versus des aliments dans lesquels, encore une fois, on retrouve des marqueurs. Donc, vous voyez ici, j'ai des conserves. Elle aurait tout à fait pu se retrouver ici si on enlevait les marqueurs d'ultra-transformation. À l'inverse, si dans ce bocal, j'ai rajouté des extraits, des arômes, des texturants, peut-être que je basculerai dans l'ultra-transformé. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Ce sont des articles qui sont de plus en plus mis en avant aux consommateurs dans les rayons, mais également par des campagnes marketing. Donc, c'est tout ce qui correspond aux substituts de viande et autres mythes analogues. La plupart du temps, en réalité, ces aliments, ils sont ultra transformés parce qu'ils ne sont pas obtenus par des farines de légumineuses, mais ils sont obtenus par des protéines isolées de ces légumineuses, plus des texturants, des arômes, des extraits. Donc, peut-être qu'on souhaitait se rapprocher de quelque chose de plus durable, de plus préventif, en diminuant la consommation de produits animaux et en les substituant par ce type d'aliments. Ce qu'on conseillera, nous, c'est peut-être de se rapprocher d'aliments qui seront plus authentiques. Dans ce rayon est très équivalent, on va avoir les galettes qui sont faites à base de farine, ou alors peut-être passer carrément sur du végétal qui sera peu transformé ou simplement transformé avec davantage de brut et de simple assaisonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 15% qu'on indiquait, qu'on observe un peu scientifiquement aujourd'hui, ça va très vite. Ça va très, très vite. C'est-à-dire que 2 tranches de pain de mie, c'est déjà une portion d'aliments ultra transformés. Plus il y a un yaourt aromatisé, ça m'en fait une seconde. Donc, j'ajoute 2 madeleines sur un trajet où je prends une barre chocolatée. J'ai déjà mes 3 doses quotidiennes d'ultra transformés qui font que sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je vais largement me surexposer au développement de maladies chroniques. Puis, je ne vais peut-être pas tout à fait aller dans le bon sens en termes de durabilité et même d'aspect socio-économique, puisqu'on le voit, c'est documenté. Ça nuit effectivement à tout ce qui va être tradition, savoir-faire. Effectivement, dès qu'on se rapproche du brut, du simplement transformé,
on va être davantage porté par des personnes qui ont du savoir-faire, qui sont des PME implantées régionalement et qui travaillent avec davantage de valeur et d'engagement. Usuellement, je termine cette présentation en proposant de compléter ou de répondre à ces affirmations, mais je vais le faire moi-même pour vous. Donc, l'ultra-transformation n'est qu'un problème de famille de produits. Oui, non, en fait, non, parce que l'ultra-transformation, on va le voir dans toutes les familles de produits. J'ai des yaourts qui sont ultra-transformés, j'en ai qui ne le sont pas, des charcuteries qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, des plats cuisinés qui sont ultra-transformés, d'autres qui ne le sont pas. Alors, il y a des rayons où c'est bien plus compliqué de les identifier. C'est pour ça qu'on se propose aussi avec l'indice, les médailles, de au mieux aiguiller le consommateur dans ces rayons, parce que ça peut être très chronophage de venir retourner tous les packaging des biscuits sucrés, des plats cuisinés ou des charcuteries, ou même des desserts lactés. En tout cas, on propose justement cet outil pour au mieux aider le consommateur à se rapprocher du vin. L'ultra-transformation est un problème de santé publique, non seulement, mais également un problème de marqueur d'ultra-transformation. C'est bien ce qui caractérise aujourd'hui les ultra-transformés. Tous les produits industriels sont ultra-transformés? Eh bien non, en réalité, il y a bien de produits industriellement qui ne sont pas ultra-transformés. L'industrie précède l'ultra-transformation et la suivra d'ailleurs. On peut considérer que ce sont des choses qui vont de plus en plus être retirées des rayons au regard de ce que l'on observe aujourd'hui malheureusement dans les études scientifiques. Les produits bio, sans conservateur, 100% naturel, 100% végétal, favorables nutritionnellement, ne sont pas nécessairement vrais en opposition à ultra transformés. Si je repense à ces substituts de viande, ils sont souvent 100% naturels, 100% végétal, favorables nutritionnellement, vegan, sans gluten, sans lactose, riches en protéines, parfois source de fibres, mais sont malheureusement ultra transformés. Cuisiner est l'alternative à l'ultra transformation. C'est une bonne alternative, mais on pourra penser à d'autres astuces. Il est possible de trouver, d'acheter des produits qui ne sont pas ultra transformés, qui sont déjà préparés, que l'on n'aura pas à cuisiner. En tout cas, c'est des choses qui vont de plus en plus se développer dans notre alimentation. On le sait, on va consommer de plus en plus industriel. La transformation en alimentaire est délétère pour la santé et néfaste pour l'environnement. Alors aujourd'hui, scientifiquement, c'est surtout présenté, c'est que l'ultra-transformation est délétère pour la santé et néfaste pour l'environnement. On entendra que plus il y a de process, plus il va y avoir un impact sur l'aliment, une dégradation de ses qualités et davantage d'énergie utilisée. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'ultra-transformation qui est mise en cause dans les études scientifiques. Pour en savoir plus, on a fait un mini-site internet, alimentultratransformé.fr. Vous retrouverez certaines ressources. Je vous invite aussi à aller voir. On a une chaîne YouTube. Il y a quelques conférences, et notamment celle du docteur Anthony Fardet qui vient parler du pourquoi manger végétal, vrai, varié, qui revient sur ce régime préventif 3V. C'est particulièrement intéressant. Je vous invite grandement à aller visualiser. Vous retrouverez ce type de contenu aussi sur notre blog à propos du régime 3V ou dans un ouvrage également qu'avait publié le docteur Anthony Fardet. J'arrive au bout de cette présentation. Et en tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier ces différents éléments. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je sais que nous avons un temps pour y répondre. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça. On va commencer du coup les questions. Je crois que Chloé en a une pour commencer. Oui, je veux bien, merci. Oui, on parle beaucoup de Yuka et on sait que Yuka a réussi à faire bouger pas mal de choses et que maintenant les entreprises conçoivent des produits en fonction de Yuka. Comment est-ce que SIGA veut s'inscrire là-dedans? Est-ce que SIGA a envie que les entreprises conçoivent aussi leurs produits en fonction de SIGA? Est-ce que SIGA a l'ambition de faire bouger la réglementation sur les produits ultra transformés, etc.? Plusieurs questions en une question. Alors, du coup, pour ce qui est de Yuka, effectivement, Yuka a permis une prise de conscience par les consommateurs de l'importance d'observer ce qui nous était proposé ou marketé fortement parfois, à savoir la composition des aliments.
Donc ça a permis de mettre une forte pression sur l'industrie pour faire davantage de transparence et pour davantage prendre en considération cet aspect dans la production et la sélection des aliments. Historiquement, comme je le disais, on était davantage porté sur les aspects nutritionnels, bien qu'on a beaucoup de produits déséquilibrés nutritionnellement aujourd'hui dans les rayons, que sur la composition. Donc, Yuka, en entrant sur les additifs, a permis justement de faire prendre davantage en considération cet aspect. Il y a eu de fortes annonces, notamment Intermarché, par exemple, qui a annoncé retirer un certain nombre d'additifs pour justement être davantage conforme à la méthodologie d'évaluation Yuka. Ils ont également travaillé sur les aspects nutritionnels, puisque Yuka prend en compte ces aspects dans son score à hauteur de 60%. Malheureusement, comme je l'évoquais précédemment, aujourd'hui, ce qu'on observe dans les produits qui sont renvoyés favorables ou bien notés par Yuka, c'est que pour plus de moitié, ils demeurent néanmoins ultra transformés. Et on le sait scientifiquement aujourd'hui, quelle que soit la valeur nutritionnelle d'un aliment favorable ou défavorable, s'il est ultra transformé, il participe de régimes délétères pour la santé et néfastes pour l'environnement. C'est une grosse composante du score Yuka. Les additifs ne vont pas rentrer complètement sur les marqueurs. Donc, c'est une première étape. Ce qu'on regrettera, c'est que peut-être des acteurs vont finalement reformuler 2 fois, parce qu'ils vont reformuler une première fois pour être conforme nutritionnellement, peut-être même 3 fois, une seconde fois pour Yuka, et une troisième fois finalement pour aller sur ce sujet de l'ultra-transformation, puisqu'il est indéniable que l'industrie agroalimentaire travaillera sur cette notion. Pour ce qui est de la partie réglementaire, aujourd'hui, nous souhaiterions effectivement que soit davantage pris en considération cette notion par le gouvernement, non seulement dans les recommandations de santé publique, mais également dans les politiques qui sont menées. Alors, jusqu'au niveau européen, la PAC est en train d'être renégociée, donc peut-être qu'il serait judicieux de sélectionner différemment certains investissements, et également pour ce qui va être de l'affichage, du marketing publicitaire. On le voit, il y a beaucoup de produits qui sont ultra transformés, présentés aux consommateurs aujourd'hui à la télévision, qu'on va aussi retrouver sur d'autres médias, notamment les médias en ligne, qui sont suivis et appréciés par les populations les plus jeunes. Donc, il serait tout à fait judicieux que de pouvoir effectivement davantage faire de réglementation quant à l'ultra-transformation et son marketing et sa consommation. Oui. Parfait, merci beaucoup. Valérie Paillard a une question. Est-ce que vous voulez la poser directement en vous présentant? Alors, juste, c'est pas là. Bonjour à tous. Je ne ferai pas. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Donc voilà. Et non, du coup, j'avais plusieurs questions. La première, moi, je trouve que vraiment, SIGA est juste génial parce que ça amène un angle vraiment différent sur l'analyse des produits. Du coup, je disais juste que sur les produits bruts, vraiment bruts, ils ne sont pas gen-codés, donc forcément, il n'y aura pas d'évaluation. Et donc ça, c'est un point je ne sais pas comment vous avez l'intention de le traiter, Aris, avec SIGA, mais quand on fait ses courses au marché, forcément, il n'y a rien qui est gen-codé, donc il n'y aura jamais d'évaluation. Et pour moi, ça, c'est la première… quand tout à l'heure, vous parliez d'éléments bruts, de nourriture brute, c'est là où elle est, en fait. Donc, c'est un petit peu dissonant pour moi, en fait, cette histoire de gen-code et de produits bruts. Voilà. Après, je demandais où en était la France par rapport au positionnement de cette consommation de produits ultra transformés par rapport à d'autres pays. Voilà, c'était les 2 principales questions que j'avais à poser. Très bien, je vous remercie pour ces questions. Du coup, on avait 2 questions, effectivement, un aspect sur le brut, un aspect sur la conso des AUT en France. Alors, pour ce qui est du brut, il est vrai qu'il n'est pas le plus simple d'apposer un indice SIGA sur le brut. Par contre, ce que l'on pourra tout à fait faire, c'est dans des surfaces de vente, venir mettre en avant les rayons où sont présents ces éléments bruts lorsqu'ils ne sont pas packagés. Après, pour tous les rayons packagés, on va retrouver aussi du brut qui va être packagé. Ça peut être intéressant que d'utiliser cet indice parce que dans des rayons, encore une fois, on va réussir à distinguer du brut packagé d'autres éléments dans lesquels on va retrouver des marqueurs d'ultra-transformation. Donc, vous avez tout à fait raison, hein. Il faut arriver à davantage valoriser le brut. Ça, je pense que ça passera aussi par une meilleure éducation, une meilleure pédagogie en point de vente,
et également auprès des enfants en milieu scolaire, enfin des plus jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, quant au régime préventif durable. Donc, je pense que ça permettra justement de mieux comprendre qu'il faut se rapprocher d'une alimentation qui va être plus vraie en opposition, encore une fois, à l'ultra transformée. Je pense néanmoins que l'indice SIGA reste très judicieux de présentation aux consommateurs, puisque si on va dans les rayons aujourd'hui, encore une fois, dans bien des rayons, ça va être très compliqué d'identifier les aliments qui ne comporteraient pas ces marqueurs et qui sont parfois très peu nombreux aujourd'hui pour certains rayons que j'ai d'ailleurs précédemment cités. Donc, cette information semble tout à fait judicieuse et elle vient en tout cas répondre, encore une fois, aux injonctions internationales et même proposées aujourd'hui par le ministère de la Santé. Et c'est ainsi que s'inscrit aujourd'hui notre action. On va d'ailleurs plus loin que ceci, puisqu'au-delà de ce que je viens de présenter sur la partie industrie agroalimentaire, grande distribution, réseau SP Industrie, on va également travailler avec les collectivités. Et bien des collectivités aujourd'hui vont acheter des éléments qui ne sont pas toujours bruts, qui ont déjà été préparés en réalité, donc qui sont transformés, assaisonnés, déjà préparés, et malheureusement sont proposés, encore une fois, des choses qui sont simplement transformées et des choses dans lesquelles on va retrouver beaucoup de marqueurs d'ultra-transformation. Et ici aussi, l'indice SIGA se révèle tout à fait utile, ou du moins nos méthodologies, puisqu'elles vont permettre d'accompagner les acheteurs de ces collectivités à constituer des catalogues qui seraient de meilleure qualité pour ensuite composer les menus des enfants. Pour ce qui est de la consommation d'aliments ultra-transformés en France, en en comparaison avec les autres pays, ce qu'on lit dans les études aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de consommation d'aliments ultra-transformés que dans d'autres pays voisins, notamment en Belgique ou dans les pays anglo-saxons. Même à l'international, les pays anglo-saxons sont fortement impactés par la consommation d'aliments ultra-transformés. On a des taux qui montent à 70-90% en fonction des populations. Donc, c'est des chiffres qui sont particulièrement inquiétants. Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul sur l'évolution en termes de consommation en France sur ces produits ultra transformés pour les dernières années et ce qui a été présenté en termes de chiffres. Mais si on va observer les données 1K, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'aliments industriels qui sont consommés et que malheureusement, l'ultra transformation aujourd'hui se situe majoritairement dans l'industrie. Donc, on peut penser que malheureusement, cette part est toujours en train d'augmenter, mais on espère que ceci va fortement s'inverser au regard de la plus forte prise en considération de ces aspects par les différentes parties prenantes et également par les politiques, puisqu'on entend de plus en plus de députés qui commencent à rentrer sur ces notions et à proposer des actions qui viendraient, encore une fois, limiter le marketing, limiter les achats dans les cantines sur les ultra transformés. Merci beaucoup. Est-ce que Muller veut bien poser sa question, s'il vous plaît, en vous présentant toujours? Non. Bon, on va passer à Dauphine alors, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci. Donc Dauphine, je suis aussi étudiante au sein de la chaire Grande Consommation de l'ESSEC. Au vu du développement de beaucoup d'applications comme ScanUp, qui proposent en fait des bilans un petit peu plus complets que seulement le score SIGA avec l'EcoScore, le Nutri-Score, quel est votre regard vis-à-vis de ces applications? Est-ce que c'est des menaces pour vous ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui permet de démocratiser le score SIGA? Alors aujourd'hui, ScanUp est un outil qui diffuse le score SIGA, donc pour nous, c'est très satisfaisant. D'ailleurs, on se propose à quiconque souhaite de manière transparente et gratuitement présenter cette information que de partager, nous, gratuitement, nos scores sur les 60 000 aliments qu'on a évalués pour faire davantage de transparence sur cette notion au conso. Pour ce qui est des autres scores qui vont être présentés, comme on le disait précédemment, on fera attention sur les discours qui vont être envoyés, notamment au niveau du Nutri-Score, avec un fort effet de halo santé. Plus de la moitié des aliments présentés favorables sont ultra transformés. Ensuite, pour ce qui est de l'EcoScore, c'est une initiative très louable, mais aujourd'hui, malheureusement, les méthodologies qui sont employées par les différentes applications ne bénéficient pas de méthodologies publiées scientifiquement. Et d'ailleurs, on observe de premières choses qui sont assez
interloquantes dans ces systèmes. On va notamment voir de l'eau en bouteille plastique ou des canettes en soda métal mieux notées que des poulets fermiers. Ces mêmes poulets fermiers qui vont ou peuvent être moins bien notés que des poulets produits de manière intensive. Effectivement, l'hyperproductivisme veut une économie d'échelle et donc aussi une économie d'échelle au niveau des émissions de CO2. Finalement, avec ces scores, on reste dans un système où on vient jouer sur les externalités de ce même système en sommant différents critères, en se voulant exhaustif, mais on échappe peut-être tout à fait à la réalité de ce qu'est la problématique initiale. C'est la même chose entre la transformation et l'aspect nutritionnel. Quand on regarde ce que produit du coup cet éco-score, peut-être qu'il aurait été mieux de partir du système idéal. Quel est le système durable et comment se situe l'aliment par rapport à ce système durable? Donc, c'est différent dans les méthodes de calcul, mais en tout cas, ça permettrait de ne pas engendrer, encore une fois, des résultats qui, en fait, pourraient se révéler contre-productifs. Donc, pour ce que vous évoquiez en termes de bilan ou de livrables produits, je ne sais pas tout à fait ce qui est produit aujourd'hui par ces différents acteurs. En tout cas, pour ce qui est de SIGA, ce que je peux dire, c'est que nous, on travaille sur une méthodologie qui est rigoureuse, qui est publiée scientifiquement, qu'on a travaillé pendant plus de 5 ans, qui vient s'appuyer sur de nombreuses études, nombreux papiers, qui aujourd'hui fonctionne dans la réglementation européenne, puisqu'on a étudié l'intégralité des ingrédients présents sur leur marché, des méthodologies d'obtention de ces ingrédients qui ont été catégorisés. Et ensuite, on travaille avec des algorithmes pour produire ces évaluations. On a pré-trié plus de 40 000 ingrédients. Chaque évaluation est vérifiée par des scientifiques avant d'être partagée à d'autres systèmes dans notre application ou proposée d'affichage même jusqu'au packaging. Parfait, merci beaucoup. Je vais en profiter pour poser une question. Donc, il y a Yuka, il y a l'EcoScore, il y a votre score, il y a différents labels, le Nutri-Score également. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette multitude de labels et de scores, ça perde le consommateur? Malheureusement, oui, c'est une énorme problématique aujourd'hui. La question, en fait, sous-jacente, c'est celle de la hiérarchie des méthodologies de scoring. Et on le sait scientifiquement, c'est ce que je présentais, il y a une hiérarchie entre l'information de la transformation et l'information nutritionnelle lorsqu'on observe un produit. Et il serait judicieux que de pouvoir enseigner cette hiérarchie aux consommateurs. Donc, si vous observez plus finement SIGA, vous verrez qu'on a intégré également cette hiérarchie entre la transformation et le nutritionnel, puisque dans le groupe des transformés, caractérisé par l'ajout d'ingrédients culinaires, on vient subdiviser ce groupe entre des aliments qui seraient dits équilibrés nutritionnellement et ceux qui seraient dits gourmands, ayant, après ajout constaté d'ingrédients culinaires, dépassé les seuils recommandés par la FSA de gras, sucre ou sel. Quand on regarde tous ces indices, indicateurs, allégations, bien des indicateurs ne sont pas le fruit d'objets scientifiques ou de volonté, demandes réelles du consommateur ou ne viennent même pas répondre à de réelles préoccupations, je dirais, de santé ou environnementales. On a beaucoup d'allégations qui viennent se proposer sur les packaging de signalétique qui, effectivement, pourraient perdre le consommateur. On a également des allégations. Alors, quand on emploie le terme allégation, ça renvoie à des choses très spécifiques, type riche en, source de, moins de. Ce type d'allégation nutritionnelle aujourd'hui aussi, et comme je le présentais, souvent va se retrouver sur des aliments ultra transformés. Et donc, on risquerait en fait d'induire le consommateur en erreur, au risque, encore une fois, de nuire à sa santé. Donc, vraiment, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une hiérarchisation dans l'information qui est proposée aux consommateurs et peut-être aussi, tel que le suggère cette question, une simplification de ce qui lui est présenté ou une limitation de ce qui va lui être présenté. Malheureusement, même finalement, le gouvernement peut-être aurait pu se méprendre puisque le Nutri-Score, je le rappellerai, n'a pas été
poussé par les autorités de santé, en l'occurrence en France l'ANSES, enfin l'autorité compétente, excusez-moi. C'est-à-dire que quand l'autorité compétente s'est penchée sur les différents indices nutritionnels, parce qu'il n'y avait pas que le Nutri-Score, il y avait plusieurs indices, dans les conclusions, elle n'a pas vu ni dans les variables mobilisées pour créer ce score, ni dans la méthodologie du score, ni dans les résultats du score, de réels bénéfices pour la santé. D'ailleurs, sur des aspects scientifiques aussi. Donc, ce que l'on souhaiterait, c'est que soit mieux observé ce qui est disponible scientifiquement et que soient présentées des informations scientifiques rigoureuses aujourd'hui aux consommateurs, dont je pense que parfois certaines s'éloignent de ce cadre. En tout cas, pour ce qui est de l'éco-score, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les publications. On a un collectif réuni avec une certaine méthodologie, mais on a très peu de documentation aujourd'hui sur les résultats que renvoie cette méthodologie ou sur ses aspects positifs quant à de meilleurs choix qui seraient faits aujourd'hui dans les rayons ou de meilleures orientations prises par les industriels à suivre ces scores. Merci beaucoup. Est-ce que Gilles veut poser sa question en se présentant toujours, s'il vous plaît? Bonjour, Gilles Franière de Suisse. Je suis avec attention vos interventions parce que on travaille aussi dans une démarche qui vise à mettre en avant les produits de proximité et les produits vrais dans les restaurants de collectivité d'un canton du Valais, pour ma part. Et finalement, moi, je me pose la question d'avant qu'il y avait beaucoup de labels, finalement, que ça perdait le consommateur. Vous avez répondu à cette question, mais ma deuxième question, c'est on doit être transparent pour les consommateurs, finalement, et puis dans ces cuisines de collectivité, on devrait pouvoir indiquer le score, finalement. Le score d'une semaine, d'un mois ou d'une journée, par rapport aux produits ultra transformés. Je pense que c'est important. Finalement, tout le monde paye ces établissements, ces menus dans les établissements, puis tout le monde a le droit d'être au courant de comment les chefs de cuisine travaillent dans ces collectivités. En bien ou en moins bien, justement. Ça permettrait d'améliorer l'existant. Vous proposez davantage une observation ou un constat qu'une question, mais je partage tout à fait votre avis. Aujourd'hui, effectivement, on va retrouver… En fait, c'est dans la restauration collective, mais également dans les supermarchés. C'est-à-dire que dans les supermarchés, on a l'information de composition sur le packaging, mais c'est très compliqué de s'y retrouver. Et puis, on ne peut pas retourner tous les packaging pour aller vérifier s'il y a des marqueurs ou non. C'est compliqué encore aujourd'hui de les identifier quand on est un simple consommateur. Quand on est en restauration collective, là, c'est davantage compliqué parce qu'on n'a même pas accès à la composition. Donc oui, il serait judicieux peut-être de présenter cette information. Ça permettrait de mettre plus pression aux opérateurs économiques parce que le consommateur va être en volonté de consommer moins d'ultra transformés. Nous, ce que l'on fait aujourd'hui, on travaille avec ces collectivités pour les aider à mieux acheter. Donc, sur les appels d'offres, on les aide à auditer les produits des répondants ou on fait de l'audit de catalogue et ça permet de me sélectionner. On pourrait tout à fait, à partir de ces informations, venir alléguer sur des taux d'aliments ultra transformés qui seraient présents dans les catalogues ou servis à la journée, au menu, à la semaine, tel que vous le disiez. Ce qui est très intéressant avec l'ultra transformation, c'est que ça fonctionne au produit. On part de l'ingrédient puis du produit pour remonter ensuite sur le menu, sur l'assortiment. Ce qui est l'inverse d'ailleurs du nutritionnel et en collectivité. C'est quelque chose qui est observé, tel que vous le disiez, à 15 jours, à 2 mois, en tout cas sur des espaces qui vont être plus longs. Parce que le nutritionnel, effectivement, ne va pas être observé au niveau d'un seul aliment, mais de la somme des aliments composés pour atteindre un régime préventif. Ce qui va être différent, comme je le disais, sur l'ultra-transformation. Écoutez, je ne peux que souhaiter que ceci se développe davantage. En tout cas, SIGA se propose de vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on puisse vous présenter les outils qu'on a mis à disposition, notamment à la cuisine centrale des lycées de Toulouse. C'est le second appel d'offres qu'on a récemment audité. L'utilisation de nos services a permis, dès le premier appel d'offres, en catalogue, de retenir des aliments qui comportaient moins 20% de marqueurs d'ultra-transformation, moins 40% de substances à risque que ce qui avait été proposé au pire par les industriels
qui répondaient à cet appel d'offres, au pire sur l'axe transformation. Donc, c'est des outils qui sont très concrets. C'est bien sûr des choses qu'on a d'ailleurs présentées aux autorités françaises, au gouvernement. Nous espérons que nous serons en mesure davantage de diffuser ce type d'outils, de méthodologie. C'est précieux pour le meilleur développement des plus jeunes générations en milieu scolaire, mais aussi pour un meilleur comportement alimentaire ou une meilleure santé aussi de bien des travailleurs qui aujourd'hui vont se restaurer en restaurant collectif en entreprise. Ça va aussi concerner le milieu hospitalier. Merci. Je prendrai contact avec plaisir. Merci. Je vais laisser la parole maintenant à Michel, toujours en se présentant, s'il vous plaît. Bonjour Michel Hénin. Donc, bonjour Aris. J'aurais une question concernant justement la problématique des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, il y a de culpabiliser les consommateurs n'est pas forcément la meilleure solution, et on sait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés à comprendre avec tous ces indicateurs-là. Et en second lieu, on voit que les industriels, eux, ont l'habitude de développer des produits à base d'AUT parce qu'économiquement, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de remplacer le sucre par du faux sucre, de l'huile par des autres produits, etc., etc. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire du lobbying auprès du gouvernement pour justement, grâce à des indicateurs scientifiques comme SIGA, de taxer les produits qui iraient trop vers des AUT pour permettre justement que économiquement les produits plus naturels soient mieux consommés par le commun des mortels. Merci beaucoup Michel pour cette question. Alors je suis encore une fois d'accord avec vous. Il ne s'agirait pas de culpabiliser le consommateur. En tout cas, il faut qu'il y ait cette prise de conscience parce que 36% d'apport calorique au regard de ce que présentent les études épidémiologiques, effectivement, il serait très judicieux pour la santé et l'environnement que de diminuer drastiquement ces consommations. Il s'agit en tout cas de ne pas le culpabiliser et d'ailleurs, on le retrouve chez SIGA. Nous, on n'emploie que des termes qui sont finalement qualificatifs. On est brut, peu transformé, transformé ou ultra transformé. On ne va pas rentrer sur des termes de excellent, bon, pas bon, mauvais, médiocre. Rien ne permet aujourd'hui scientifiquement d'affirmer ceci. C'est bien la somme des aliments qui font qu'un régime va être délétère ou préventif, néfaste ou durable. SIGA, en ce sens, au-delà des termes, va employer des couleurs qui vont du vert au bleu, donc le vrai, versus à des couleurs qui vont être un peu plus perçues comme relevant de procédés plus drastiques, peut-être un peu plus de la chimie. Et autre chose, c'est pour ça qu'on rentre d'abord sur le végétal vrai varié, sur ces injonctions d'un régime préventif, durable, et puis surtout après en arrivant avec des astuces, des outils qui vont être colorés, des outils qui vont être pratiques, dont participe l'application avec un catalogue où directement on va pouvoir retrouver des produits médaillés. C'est peut-être plus simple au premier abord que de rentrer plus précisément dans l'indice et ainsi se familiariser avec cette notion pour instruire un changement de mindset qui, nous l'espérons, permettra de faire évoluer les comportements pour que les consommateurs, in fine, se sentent mieux aussi. Économiquement, vous avez raison, l'ultra-transformation a été très bénéfique pour bien des acteurs de l'industrie agroalimentaire. L'ultra-transformation permet non seulement de gagner en marge sur certains produits dans les compositions en ayant recours à des matières qui vont être moins chères mais ultra-transformées, en permettant également de développer davantage de références. Effectivement, avec les marqueurs d'ultra-transformation, on peut varier les formes, les textures, les couleurs, les goûts et recréer à l'infini des aliments qui en réalité comportaient initialement les mêmes ingrédients et faire apparaître une fausse diversité aux consommateurs et ainsi ensuite avec un jeu marketing de couleurs, de tribus, et bien venir positionner des marques, des aliments qui sont, force est de constater, dans les rayons beaucoup ultra transformés. Donc, pour ce qui est de l'action au niveau politique, nous avons contacté les autorités qui nous ont reçus pour présenter ces différentes méthodologies et travaux. Aujourd'hui, nous sommes en attente
de ces mêmes autorités pour pouvoir avancer plus rapidement sur ces problématiques. Et en tout cas, nous nous tenons aussi et surtout à disposition pour apporter nos méthodologies, nos savoir-faire, nos outils qui aujourd'hui ont déjà démontré leur efficacité puisqu'on travaille avec des distributeurs qui ont très concrètement fait évoluer leur assortiment au global et aussi de marques propres, à l'instar de Franprix, de Biocoop, qui aujourd'hui d'ailleurs le communique, ou aussi, comme je le disais, sur les collectivités, des éléments qui ont également été partagés et même publiés scientifiquement, ou du moins qui ont fait des posters scientifiques dans des événements. Donc j'espère que nous pourrons avoir une plus forte réaction du politique à l'égard de cette problématique. J'ose croire que ceci ira plus rapidement au regard des premiers objectifs inscrits au PNNS, au regard des études qui se multiplient de par le monde. Il y a plus de 800 papiers aujourd'hui qui portent sur l'ultra-transformation. Et aussi, j'entends effectivement de premiers députés, et puis de tous bords d'ailleurs, relayer ce type d'informations, se préoccuper du fort taux d'ultra-transformation en collectivité ou en termes marketing. J'espère donc que nous aurons des actions plus fortes de l'État. SIGA, en tout cas, est à la manœuvre et espère pouvoir accompagner davantage ces changements. Merci, Aris. En même temps, on le voit aujourd'hui quand on regarde le classement 2019-2020 des plus forts contributeurs de la croissance sur le marché alimentaire en GMS en France. Cette année encore, c'est Ferrero devant Coca-Cola, devant Nestlé. Donc, ce sont les plus gros fabricants de produits ultra transformés et néfastes pour la santé qui sont dans le top 3. Malheureusement, effectivement, les chiffres de l'industrie et les plus grandes références sorties, les plus gros succès portent encore sur des aliments ultra transformés. Vous avez raison. Je ne peux que proposer à nouveau notre indice, nos méthodologies, l'emploi de ceci au niveau gouvernemental, au niveau de l'industrie agroalimentaire, une plus forte prise en considération par le consommateur, davantage de diffusion. Je remercie encore une fois la chaire ESSEC, d'ailleurs, enfin que je n'ai pas remercié en introduction, mais précédemment, de nous avoir invités pour pouvoir diffuser aussi ici cette information. Oui, nous avons besoin davantage de mobilisation des différentes parties prenantes et également des autorités pour pouvoir avancer sur ces sujets. Je ne saurais le faire seul, effectivement. Merci. J'ai une petite question, moi, un petit peu plus technique au sujet des arômes. Vous avez dit plusieurs fois que les arômes, ça suffit à faire en sorte qu'un aliment soit ultra transformé. Et moi, je me posais la question parce que les arômes, il y a quand même une réglementation très spécifique à ce sujet. Il y a des arômes naturels, il y a des extraits qui sont en réalité 100% d'un ingrédient. Du coup, je voulais savoir en quoi est-ce qu'un extrait, pour vous, fait d'un aliment qu'il est ultra transformé finalement. C'est une question très technique. Les extraits sont des ingrédients qui sont utilisés pour des aspects organoleptiques, donc de goût, dans les recettes aujourd'hui des produits. Il y a deux types d'extraits dans la réglementation et donc dans l'affichage aux consommateurs qui sont proposés. On va avoir les extraits qui ne sont pas naturels en opposition aux extraits naturels et naturels de. Bon, en fait, il y a un peu plus de spécificité. Extrait naturel de fraise, je suis parti d'une fraise avec un certain type de procédé pour produire mon extrait. Extrait naturel fraise, je suis parti d'éléments naturels, effectuer des procédés et j'ai à la fin un goût qui va être de fraise. Et je vais avoir les extraits de fraises où là, je peux être parti d'une substance qui ne serait pas naturelle et avoir utilisé certains procédés. Nous, ce que l'on a observé, excusez-moi pour les personnes qui seraient dans les aspects réglementaires, vous trouverez d'ailleurs davantage d'éléments, je pense, sur notre blog. Pour ce qui va être des procédés d'obtention, aujourd'hui, on va avoir des procédés qui vont être qualifiés de naturels, mais qui correspondent à des extractions avec des solvants chimiques qui sont caractéristiques de procédés d'ultra-transformation. Et donc, nous qualifierons ces extraits, bien qu'ils soient naturels, de marqueurs d'ultra-transformation. Alors, sont employés aussi, alors c'est plus rare, mais sont aussi employés des procédés qui, là, ne relèvent pas de l'ultra-transformation,
Sans être trop technique, ce qui vous parlera le plus, c'est de l'extraction, mais là, qui va être fait à la vapeur d'eau. Donc, c'est une simple évaporation. Après, on peut le faire avec de la macération alcoolique. Après, on peut le faire avec d'autres choses qui vont encore pouvoir les qualifier de non ultra transformés. En ce sens, on permet de dépénaliser ces ingrédients quand les industriels viennent sur notre outil et nous signent une déclaration qui atteste que les procédés qui ont été employés pour produire cet extrait ne relève pas de l'ultra-transformation. En revanche, aujourd'hui, on est obligé de passer par ce type de déclaration parce qu'il n'existe pas d'alternative légale pour écrire cette information en liste d'ingrédients et considérer qu'elle ne soit pas ultra-transformée, être sûr à 100%. Donc, même ce critère, quand on parlait tout à l'heure d'aspect réglementaire, il va être assez compliqué à mettre en place peut-être parce que au niveau européen, c'est ici que sont définis ce qui va être additif, naturalité. On a un certain nombre de notions qui sont en contradiction avec ce critère d'ultra-transformation. On a du naturel ultra-transformé, on a on a du naturel ultra-transformé, on a des choses qui ne sont pas additives qui vont être ultra-transformées. Donc oui, il va falloir retravailler un certain nombre d'éléments au niveau de la réglementation pour pouvoir ensuite dicter des lois qui viendraient permettre d'améliorer la situation actuelle qui se révèle préoccupante non seulement en France, mais particulièrement dans les pays anglo-saxons ou dans les pays émergents où on le voit, les aliments ultra transformés sont en train d'envahir les rayons et les consommations, d'anéantir les traditions culinaires et les externalités sont des taux de diabète dans les populations de type 2 qui augmentent de manière exponentielle ou d'obésité. C'est le cas au Brésil, au Mexique, dans certains pays asiatiques et c'est une situation qui est déjà existante dans les pays anglo-saxons. Merci beaucoup, Aris. Je vais poser la dernière question. C'est une question un peu plus personnelle. Vous avez face à vous beaucoup d'étudiants. Je pense que vous-même, vous avez ciré les bancs d'une école de commerce il n'y a pas si longtemps que ça. Quel message vous voulez leur faire passer, surtout en termes générationnels? Vous êtes jeunes, vous avez en face de vous des personnes qui ont entre 20 et 25 ans. Face à des mastodontes comme Coca, Nestlé, Procter, ou alors même avec l'ambition d'aller travailler dans ces entreprises. Donc, quel message vous voulez leur faire passer en fait en conclusion? Et je vous demanderai peut-être de répondre en 1 minute et on conclura juste derrière. Merci beaucoup. Merci pour cette question. 1 minute va être très court. Effectivement, j'ai moi-même fait une école de commerce à Lyon. J'ai vu, comme la plupart des étudiants d'école de commerce, mes collègues étudiants partir dans un certain nombre d'industries qui aujourd'hui font de fortes externalités sur la santé, sur l'environnement. Donc, on a le tabac, on a l'alcool, on a une partie de l'industrie agroalimentaire, on va avoir certaines énergies fossiles, peut-être moins en école de commerce, davantage en école d'ingénieur, mais aussi en école de commerce. Et j'étais très mal à l'aise, oui, pendant mon parcours étudiant, face à ce qui se présentait à moi en termes d'opportunités de carrière ou de ce que l'on retrouvait le plus marketé dans certains événements sponsorisés par des entreprises. Puis après, je l'ai vécu aussi dans de premières expériences professionnelles où j'ai été confronté à des industries, notamment textiles, avec de fortes externalités aussi, davantage sociales et environnementales que de santé, quoique également. Et puis, j'ai trouvé avec SIGA une manière de m'inscrire dans un projet positif, vraiment par les externalités. Donc, aujourd'hui, sur la santé et l'environnement, par cet axe du vrai que l'on souhaite promouvoir. Je pense que beaucoup d'actions positives existent déjà. Il y a de très belles entreprises qui se développent, des startups sur ce créneau de la positivité. C'est très encourageant. Précédemment, c'était surtout associatif. Aujourd'hui, on arrive ou du moins, on cherche à créer des business models autour de ces activités.
Je sais que dans les écoles, on déborde non seulement d'imagination, mais de suffisamment de vivacité pour venir contribuer à la construction de ces projets. Je sais que les plus jeunes générations aussi sont plus concernées par ces aspects d'externalité. Elles l'observent plus directement aussi, je crois, les externalités notamment environnementales ou peut-être même de santé. J'espère que de nombreux étudiants pourront s'inscrire dans ce mouvement. Dans les grandes entreprises, existent aussi des possibilités de venir travailler sur les externalités, d'améliorer le fonctionnement de ces structures. Donc, bien pour ceux et celles qui les rejoindront, j'espère que justement, elles prendront à cœur la nécessité de travailler aussi sur davantage d'aspects RSE dans leur quotidien, lorsqu'elles formulent un produit, lorsqu'elles le marketent. Et je sais en tout cas que les directions RSE sont de plus en plus puissantes aussi dans ces entreprises. Elles étaient peut-être un peu jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, elles prennent de plus en plus d'importance. J'espère en tout cas que les plus jeunes générations permettront de changer le mindset de ces entreprises, ces pratiques, et d'aller plus rapidement vers une amélioration de ce qui est proposé dans la manière de le construire, de le marketer et même la finalité de ces entreprises. En tout cas, on le sait et vous le savez mieux que moi, le mur est très proche. En termes santé, peut-être vous le savez moins, mais diabète, obésité ne font qu'exploser en France. Cancer également. Et on voit que maladie cardiovasculaire, on voit que c'est très lié au mauvais régime alimentaire. Et puis sur les aspects environnementaux, on le voit très concrètement, hein, une planète qui se réchauffe, bien que niée, plein d'externalités sur la biodiversité, faune et flore qui est en train de s'effondrer. On parle d'extinction de masse, hein, donc j'espère qu'on pourra aller ensemble davantage sur du positif, quelle que soit sa position. J'espère qu'en tout cas, vous pourrez prendre ceci en considération et peut-être aller vous inscrire aussi dans ces startups, ces entreprises, ces projets qui aujourd'hui portent ces valeurs, ou vous-même entreprendre, parce qu'il y a toute une économie à créer autour de ces aspects positifs dans bien des domaines, dans la finance, dans l'alimentaire, dans le textile. Et je suis convaincu que ça vient répondre aussi à une demande de plus en plus forte du consommateur, et donc ça représente de réelles opportunités entrepreneuriales aujourd'hui. Aris, je vous remercie vivement de votre témoignage et de votre... Ouais, vous avez un tout petit peu dépassé la minute, mais c'est pas grave. Merci, on a été près de 80 personnes à assister à ce webinaire. C'est excellent. Merci beaucoup, Edouard. Merci, Chloé, aussi, de l'organisation. Je suis certain que le témoignage d'Aris nous aura ouvert encore de nouvelles perspectives. Et on reçoit dans 15 jours, le 19, donc Frédéric qui a cofondé Fago. Donc dans le textile, on fait un petit pas de côté sur la consommation alimentaire qui est quand même notre cœur d'expertise, et on va aller interroger Frédéric sur l'habillement. Sujet passionnant aussi, et on parlait d'externalité, je pense que c'est le domaine presque numéro 1 des externalités, peut-être devant l'alimentation. Un immense merci à tout le monde, merci de vos participations. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais c'est généralement plutôt bon signe, c'est qu'il y en a beaucoup. Et on se retrouve le 19. On vous prendra de 18h à 19h pour que vous puissiez aller boire un verre en terrasse juste derrière avec la réouverture. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci à toutes et à tous. Et merci beaucoup, Aris. Merci à vous.